bien sûr, dans le premier exposé, l'historique des droits humains, que les droits humains, c'est un cumul de toutes les civilisations, mais il y a des périodes phares, à savoir les grandes dates qui ont marqué les droits humains, la Constitution américaine et la Révolution française, que je considère qui ont mis les bases fondamentales des respects des droits humains, à savoir la suprématie de l'individu. Et le problème qui est posé, et surtout dans notre pays, les pays, je dirais, qui ne sont pas arrivés à un degré de démocratie, à un degré de respect des droits humains, la suprématie des droits universels, la suprématie du droit international par rapport au droit interne. Comment on peut trouver un dosage subtil qui permet de garantir ces droits dans des contextes différents. Et quand je regarde, par exemple, la Révolution française et la Constitution américaine, ça a été précédé par une révolution culturelle. C'est que le peuple s'est mis d'accord sur des règles de base pour être gouverné, ce qui n'est pas notre cas. Et l'exemple client, c'est l'exemple soi-disant du printemps arabe, à savoir la révolution égyptienne, tunisienne, où si on donne la parole au peuple, on va faire un retour en arrière, à savoir on va utiliser les charia pour être gouverné, ce qui est une dégradation, une rétrogradation par rapport aux droits universels. Et donc, comment peut-on, tout en conservant le fait que la démocratie, c'est le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple, qu'il y ait des garde-fous qui permettent qu'il y ait le respect du droit international, des bases, des limites qu'on ne peut pas transgresser, qu'on ne peut pas dépasser. Et donc, je crois que c'est notre rôle à tous, les universitaires, les syndicats, parce que, à mon avis, les droits humains, c'est un lien dialectique. C'est un rapport de force entre l'autorité politique et l'autorité populaire, à savoir les organisations de la société civile, les syndicats, les partis politiques. Et donc, comment peut-on avoir le rapport de force en notre faveur pour garantir ces droits, à savoir les droits fondamentaux de l'être humain? Et je clôt mon intervention. Merci. Je donne la parole à Moussa. Je demande aux intervenants de se présenter comme ça, tout le monde peut connaître tout le monde. Monsieur, je présente M. Kindani Najib, professeur à la faculté de sciences, Mdalia Marrakech, Université Qabaïa. Merci. Donc, Saad Moussa, professeur de l'Université de 5, des familles disparues. Des familles disparues. Donc, je vais continuer, c'est exactement ce qu'a dit Sinajib. Donc, c'est surtout sur les mécanismes de défense des droits de l'homme. Donc, pour moi, ces mécanismes qui existent actuellement, c'est les conventions. Donc, ces conventions, il y a beaucoup de pays qui ratifient ces conventions. Mais l'application de ces ratifications, l'application de ces ratifications ne figure pas dans dans le quotidien de leur peuple. Donc, en plus, il y a des écrits, le contenu de ces conventions-là pose un problème. Particulièrement, j'ai soulevé un petit problème à Genève dernièrement, c'est que la traduction entre les langues pose un problème. Donc, lorsqu'on écrit une convention et qu'on la fait passer aux Nations Unies, donc en la traduisant d'une langue à une autre, par exemple la Convention internationale sur l'habitation forcée, pose un problème. La traduction de langue anglaise, langue française, en langue arabe, donne, disons, à la langue arabe la possibilité, le mot, disons, qui est écrit, donne au juge, vous êtes avocat, vous connaissez très bien mieux que moi ça, donc de passer le jugement à sa façon. Donc, puisqu'il y a beaucoup de synonymes en arabe qui n'existent pas en anglais. Donc, ils peuvent, disons, juger d'une façon à satisfaire, disons, son pays ou, disons, ça l'arrange. J'ai déjà posé cette question-là au commissariat des Nations Unies dans ce cadre-là, pour cette convention, et ça n'a pas passé. Merci.
Merci Moussa. La parole est à Yassi. Merci. Je tiens tout d'abord à remercier l'AMDH d'être là, d'être sur la scène politique marocaine, de pouvoir porter témoignage sur ce qui se passe actuellement au Maroc et surtout de ne pas taire ce qui se passe actuellement au Maroc contre les droits des hommes. Alors, Vous vous présentez. Désolée, Nejat Nersi, enseignant-chercheur à l'université Hassan II, Casablanca. Je crois que ce qui se passe pour les droits de l'homme et les exactions faites contre les droits de l'homme tiennent beaucoup au fait qu'il y a des lectures particulières de l'histoire, mais aussi du droit à la sécurité des États ou encore de l'identité nationale. D'où le fait que le droit à l'existence des uns justifie parfois l'abolition du droit des autres à la vie. Qui justifie aussi le recours à la justice qui n'est pas impartiale, à une justice qui dépend de la volonté politique. Donc ces lectures-là interrogent en fait le concept de droit qui est quand même un concept qui reste inexact, du fait qu'il donne la possibilité à des lectures particulières suivant des conjonctures particulières. Le deuxième point, je crois que le concept de droit de l'homme ne peut être respecté qu'à travers la contestation de l'impunité, vous l'avez bien souligné. Pourquoi? Parce que justement l'impunité mène à la récidive et nous au Maroc on vit avec beaucoup d'amertume cela. On a cru effacer toute une page noire de l'histoire du Maroc, mais on récidive parce que justement on a permis cette impunité. Vous avez parlé du monde arabe. Je crois que le concept du droit de l'homme dans le monde arabe est inextricablement lié à la laïcité. Pourquoi? Parce que au nom de la vérité absolue, on permet des entorses faites à l'égard de certains droits, dans le droit de la femme à l'égalité, le droit de la femme au vote, au droit de la femme par exemple aux plus élémentaires des droits comme la conduite en Arabie Saoudite, etc. Et donc je crois que la laïcité pourrait être un déclencheur de l'institution des droits de l'homme dans le monde arabe. En dernier point, vous avez souligné que l'injustice indépendante, juste et impartiale est la condition sine qua non pour le respect des droits de l'homme, mais je crois qu'il devrait être institué à l'international et comment cela par l'institution du droit à l'information. Je crois que vous serez d'accord sur le fait que l'information, du fait qu'elle façonne l'opinion publique, elle crée des finalités bien précises et elle crée des idées, des préjugés sur le droit des hommes, le droit de l'autre à certains droits. Permettez-moi ce pléonasme. Je vous remercie. Je tiens à vous remercier aussi pour la richesse de votre exposé. L'Amchari. Fatima Michouri, donc faculté pluridisciplinaire de 16 ans. Tout d'abord, je tiens à remercier la MDH de l'organisation de l'Université Barara. Je tiens aussi à remercier notre adjoint pour sa présentation. Donc, mon intervention, en fait, elle va porter sur comment instaurer de manière durable et continue la culture des droits humains. C'est-à-dire, on a vu d'après votre présentation qu'il a suffi, par exemple, qu'il y ait le 11 septembre pour qu'on revienne sur les droits humains. Il suffit, donc on le vit dans le contexte mondial actuel, qu'il y ait une crise économique pour qu'on revienne sur la culture des droits de l'homme dans des sociétés qui sont connues pour leur culture des droits humains. On voit aussi que, par exemple, il y a dans d'autres pays, c'est pas toujours le côté économique qui fait qu'on n'a pas cette culture. Donc, quand on prend l'exemple de la Chine, c'est un pays qui a connu un boom économique qui est extraordinaire, et pourtant, il est classé parmi donc les
pays qui sont vraiment déclassés par rapport donc, aux droits humains. Donc, ce qui nous interpelle, nous, en tant que conseillers, on est là, ça veut dire qu'on est en train donc, de suivre une formation, etc. On est amené à jouer un rôle par la suite, ne serait-ce envers notre collègue, ne serait-ce envers la société marocaine en général. C'est vrai que, de par le monde, comme vous l'avez dit, et même au Maroc, les ONG jouent un rôle très important. Mais on sait très bien que les ONG, ils n'ont pas les moyens qui vont leur permettre donc de faire plus d'efforts. Donc, comment faire en fait? Donc, toujours ma question, c'est comment instaurer de manière durable et continue la culture des droits humains. Merci. Merci. Michael. Salam alaikum. Professeur Mihrez Meriem, Université de Nogent d'Agadir. Je vous remercie, Maître Boudrin, pour votre exposé. Vous avez si bien dit que les droits humains sont universellement reconnus, mais ils sont aussi universellement bafoués. Je crois que dans la plupart des États, s'ils sont reconnus, c'est plus par un effet de mode, c'est plus pour séduire les bailleurs de fonds internationaux. C'est pour ça qu'ils sont reconnus dans les textes, mais il y a toujours ce très grand décalage entre les textes et la réalité. Et pourquoi il y a ce décalage? Je considère que ce décalage, c'est parce que cette reconnaissance, il ne trouve pas sa source dans la société, dans la culture de la société. C'est pourquoi je m'intéresse toujours à la société civile et aux ONG, auxquelles je demande peut-être un très grand effort, parce qu'il y a un très grand effort à fournir, non pas dans la revendication face au pouvoir, mais dans la société au niveau culturel. C'est-à-dire qu'il faut que la société civile agisse à travers, en s'infiltrant dans les différentes fractions de la société pour faire accepter et pour faire déjà absorber les prétendeurs de la spécificité et pour faire intégrer l'un des principes fondamentaux des droits de l'homme que je considère le droit à la tolérance et la reconnaissance du droit à la différence. C'est en reconnaissant le droit à la différence, en reconnaissant la tolérance qu'on peut faire intégrer tous les droits de l'homme et qu'on peut faire grandir la conviction de tous les droits de l'homme. Sadi. Sadi Rachid, professeur-chercheur au Centre régional de métiers, d'enseignement et de formation, au Oujda. Alors moi j'ai trois questions que je vais poser de façon concise. La première se rapporte à la relation entre l'État et les droits de l'homme. Nous savons bien que c'est l'État qui est débiteur des droits civils et politiques. Or, il y a des droits qui ne respectent pas ces droits civils et politiques. Dans ce cas-là, est-ce que ces droits sont justiciables auprès d'autres institutions, enfin d'institutions supranationales, à l'exception évidemment des cours pénales qui ont été instituées ad hoc, telles que la Cour pénale pour la Yougoslavie ou pour le Rwanda? La deuxième question, en fait, c'est une question qui se rapporte à la cohérence. M. Boudrin nous a fait l'exposé d'un certain nombre de déclarations des droits de l'homme. Or, parmi ces déclarations figure la déclaration des États islamiques, la déclaration célèbre des États islamiques. Alors, lorsqu'il nous arrive de lire cette déclaration, par-dessus, au-delà des considérations générales, il est certain qu'il contient un certain nombre d'aspects qui sont d'ordre problématique, tels que la référence, par exemple, à la charia, l'intégrité corporelle, la liberté de la conscience, etc. Alors, lorsqu'on considère sa déclaration comme étant partie intégrante des déclarations des droits de l'homme, est-ce qu'on le fait beaucoup plus par une sorte de complaisance, je dirais même par une sorte d'euphémisme, ou par une sorte de conviction? La troisième question, elle se rapporte à la relation que vous avez établie entre l'intolérance et les religions. Récemment, il faut se dire quand même les systèmes politiques, la laïcité devient elle-même, évidemment là je rappelle le cas de la France, la laïcité devient intolérable et devient source d'intolérance lorsqu'il tend elle-même à devenir une sorte de religion. Et là j'évoque évidemment la question des signes de droit à montrer, enfin la question des signes ostentatoires en France qui a soulevé beaucoup de questions. Voilà, merci. Merci. Hiya Shibara, enseignant-chercheur à
l'Institut national de statistique et d'économie appliquée, Rabat. Je tiens tout d'abord à remercier vivement Maître Baudouin pour sa richesse de cet exposé et sa participation à l'université organisée par la NDH. Alors ma question est toute simple et naïve peut-être, c'est que est-il possible d'espérer un jour, j'espère de mon vivant, avant que je vais être à la retraite bientôt, espérer un jour donc une évolution des Nations Unies pour qu'elles soient dotées d'une instance afin d'obliger, c'est un droit d'ingérence auprès des pays et des États pour les obliger à faire respecter les droits humains. Merci. Abou Nasr. Les droits humains. Les droits humains. Laisse-le parler. Non, c'est pas grave. Yussi. Il faut respecter les droits humains. J'étais avant toi. Bon, je tiens tout d'abord à remercier les deux conférenciers, professeur Baudouin et professeur Saïdoun, pour l'historique d'abord de l'évolution des droits de l'homme et puis de tous les articles qu'a cités, les plus importants, je suppose, et je suis sûre que c'est les plus importants. Donc, nous avons appris pas mal de choses. Moi, j'ai toujours suivi les droits de l'homme, mais un peu de loin, par l'intermédiaire de mon collègue, c'est Abou Nasr. Donc, je suis présente et absente en même temps. D'accord? Mais depuis pas mal de temps, on est au courant de tout ce qui se passe. Bien, moi, mon intervention, ça va être sur 3 volets. Ce sera des questions. Première question, c'est du point de vue recherche. La recherche dans le domaine des droits de l'homme. Parce que là, dans les deux exposés, enfin dans les 2 conférences, on a beaucoup parlé de l'évolution des droits de l'homme depuis l'historique, enfin c'est depuis le cercle de Cyrus, peut-être même avant. Donc on voit qu'il y a une évolution dans le temps. Et moi, en tant que mathématicien et que spécialiste de la recherche dans le domaine de la modélisation mathématique, je me suis posé la question, est-ce qu'on ne peut pas créer des modèles mathématiques, que ce soit stochastiques ou déterministes, de telle sorte à pouvoir faire des prévisions quand on le fait actuellement dans tous les domaines de la science et aussi pour les sciences humaines. Donc est-ce qu'on ne peut pas, à la suite de l'évolution historique que nous avons eue, pouvoir faire de la recherche pour faire des prévisions? C'est vrai que les contraintes changent, mais là on voit qu'il y a une courbe qui est un petit peu oscillatoire depuis, d'après ce que j'ai compris, à partir des 2 exposés. Il y a eu une évolution, croissance, un pic, et puis ça décroît, et donc je vois qu'il y a quand même un phénomène oscillatoire. Donc je voudrais bien que cette courbe devienne croissante, c'est-à-dire qu'à un certain moment, on n'aura plus ces oscillations, mais peut-être qu'on peut faire ça. C'est vrai que les contraintes sont énormes, il y a plusieurs contraintes. Donc ma question, c'est, y a-t-il de la recherche dans le domaine des droits de l'homme, mais du point de vue un petit peu scientifique, mathématique? Alors moi, je suis appelée à former après cette formation dans cette université. Et moi, je ne sais former qu'à partir d'algorithmes, de schémas, d'organigrammes. Donc, y a-t-il possibilité de pouvoir transmettre, en utilisant donc les outils qui me sont accessibles et dont, avec lesquels je me sens beaucoup mieux que faire de l'oration ou parler. Donc, ça c'est pas mon fort. Alors, ça, c'était ma première question. Alors, la deuxième c'est ici, au Maroc. Donc, je ne vais pas parler État, je vais parler juste citoyen. Je suis dans un feu rouge, j'attends, je fais une file, et puis il y a quelqu'un qui vient et qui dépasse une vingtaine de voitures pour se placer devant. Je me sens vraiment bafouée dans mon droit, mais je ne peux rien faire. À la maison, nos enfants. La plupart des enfants, moi je connais beaucoup de parents qui ont fait rater aux enfants leurs études. Pourquoi? Parce qu'ils les ont obligés à faire telle ou telle discipline. Sciences, maths. Et puis les enfants, est-ce que ces enfants ne sont pas bafoués dans leurs droits? Donc moi je pense que si on commence d'abord par traiter le droit de l'homme,
citoyen, au foyer, etc., on aura gagné parce que ça arrivera forcément en haut, ça arrivera à l'État. Parce que quand nos enfants ont leurs droits, quand nous-mêmes, dans la rue, on a nos droits, etc., ben, tout le monde sera éduqué à respecter le droit de l'autre et ça passera forcément en haut. D'accord? Et donc ma dernière question, c'est comment transmettre tout ce que nous allons apprendre dans cette université, comment transmettre fidèlement ça aux formateurs et aux étudiants. Et merci. Merci Madame Michi. À vous de cette fois. Bonjour, merci. Moi-même, je remercie les intervenants, mais j'ai une question. Est-ce qu'on peut espérer un respect des droits humains dans un nouveau ordre mondial caractérisé par une suprématie de la loi du marché par rapport à la décision politique démocratique populaire? Est-ce qu'on peut espérer un respect des droits de l'homme dans un monde caractérisé par un libéralisme sauvage, l'absence de crédibilité du politique, de poids de mesure, dont, par exemple à l'Organisation des Nations Unies, dans les gouvernements et dans les partis qui ont perdu leur crédibilité, dans une ingérence des multinationales sur les affaires des États? Je parle précisément de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international, de l'OMC, de l'OCDE, qui dictent leur politique antipopulaire et antidémocratique par rapport à la plupart des peuples. Est-ce qu'on peut espérer un respect des droits de l'homme dans le retrait de la politique par rapport à la finance? Est-ce qu'on peut espérer un monde où règnent les droits humains dans un contexte caractérisé par la diabolisation des mouvements de libération populaire et leur caractérisé par des mouvements terroristes? Donc, dans ce contexte, je pense qu'il est difficile d'établir, si vous voulez, un calendrier de lutte pour, si vous voulez, un respect des droits humains. Merci à vous, Nasr. Dernier intervenant, Fouzi. Amkhal Fawzi, enseignant-chercheur faculté de sciences et des juridiques. Bon, je commence comme l'autre, par remercier Maître Baudouin pour cet exposé, pour cette conférence. J'ai une question de monde et de réflexion, si vous permettez. Alors, pour la question de monde, c'est avoir plus d'éclaircissement sur le rôle entre guillemets de la ratification des conventions relatives aux droits de l'homme par les États. Bon, je pense que ça concerne l'officialisation de la